Nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on vous parle des fonds durables dont l'autorité de marché européenne vient de durcir les règles avec l'objectif de lutter contre l'éco-blanchiment en Europe. Bonjour Guillaume Poli. Bonjour David. Directeur général délégué d'OFI Invest AM. Il faut camper un peu le décor. On a des normes qui sont de plus en plus restrictives, en tout cas plus restrictives en Europe. On peut qualifier comme ça, une fronde politique entre l'ISR aux États-Unis, avec certains États qui font machine arrière. Il y a un ESG bashing aux États-Unis. On peut dire qu'aujourd'hui, les fonds durables sont entre deux eaux, en tout cas font face à des défis, à beaucoup de défis. C'est vrai, c'est vrai. Le ESG bashing aux États-Unis, c'est frappant, effectivement. Le Texas qui a sorti un grand gestionnaire américain, dont je ne citerai pas le nom, de sa gestion. Je crois 19 gouverneurs républicains qui ont essayé de faire passer des lois visant à éliminer l'ESG de l'investissement des fonds publics. Donc des tentatives qui d'ailleurs en général sont couronnées d'un succès. C'est intéressant de noter que ça ne fonctionne pas in fine. Vous avez quand même aussi un État comme la Californie qui, elle, va complètement dans l'autre sens, donc qui va dans le sens de plus de responsabilité, de durabilité dans les investissements. Donc ça fait, il y a un énorme débat aux États-Unis. Évidemment, quand il y a un débat aux États-Unis, ça ébranle le monde et puis ça fait réfléchir le monde. Vous le citiez, hein, l'Europe, effectivement, sur un débat de durcissement des règles et effectivement d'accroissement, ce qui est le sens de l'investissement ISR, d'accroissement du degré d'exigence des normes. C'est toute l'histoire de cet investissement, c'est chaque année de franchir des étapes supplémentaires pour investir et pour accomplir les choses de la façon la plus durable pour la survie de notre planète et de notre espèce. Dans cette polarisation du débat aux États-Unis entre des États qui ont une posture à l'européenne et d'autres qui derrière cherchent à sortir de l'ESG, de l'ISR, il y a le débat autour de la performance. Est-ce qu'il est tranché ou pas ce débat aux États-Unis et même en Europe? C'est une question qui sera toujours débattue et en fait c'est une question qui nous renvoie au grand principe de l'investissement. Alors d'abord, il y a peut-être quelque chose qu'il faut qu'on rappelle, qui est tout simplement des chiffres. Vous savez que la plupart des grands indices qui font référence pour l'investissement, notamment en actions, sont des indices qui ont désormais leur équivalent ESG, donc l'équivalent de l'indice avec une attention particulière portée aux critères environnementaux, sociétaux et gouvernement. Et là, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il n'y a pas de débat. Vous prenez la performance à 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans de tous les grands indices de référence. Par exemple, on peut prendre notre bon vieux CAC 40. Le bon vieux CAC 40 a un équivalent ESG. CAC 40 ESG. CAC 40 ESG, tout simplement. Eh bien, le CAC 40 ESG versus le CAC 40 normal, classique, vous prenez sa performance à 5 ans, l'écart de performance entre les deux indices, c'est 0,2%. Donc, il y en a un qui, sur 5 ans, fait 11% et l'autre qui fait 11,2%. C'est donc quasiment équivalent. Il se trouve que là, c'est d'ailleurs le CAC 40 ESG qui fait 11,2%. C'est par an ou sur 5 ans, ça? Non, c'est par an. C'est par an, oui. Par an. Excusez-moi. Ouais. Et ce qu'on vous dit sur le CAC 40 là, on peut le dupliquer aussi, ce même raisonnement sur le MSCI World, sur des indices américains? Ça marche aussi. On le constate également sur le MSCI World. C'est factuel. Il y a la même chose sur le S&P, il y a la même chose sur le MSCI World. Donc, c'est effectivement une constatation qu'on peut faire si on regarde le passé. Mais bon, on peut toujours se poser des questions sur l'avenir, bien évidemment. Oui, et donc ça tranche le débat sur cette idée, certains investisseurs ou particuliers qui pensent qu'il y a un coût en termes de performance à vouloir faire attention au climat, respecter des normes sociales, avoir une bonne gouvernance. Alors jusqu'ici, donc ce qu'on vient d'illustrer, c'est probablement qu'il n'y a pas de coût. En revanche, il y a un coût, comme toujours, à l'absence de diversification. Et effectivement, si vous voulez vous concentrer exclusivement sur une forme d'investissement, un secteur d'investissement, une industrie en particulier, là vous prenez le risque de la concentration de vos investissements. Que ce soit en ESG ou en non-ESG d'ailleurs. Dans tout ce que vous faites. Ouais. Donc quand vous investissez, ce que dit la comparaison sur les indices ESG versus les autres indices, c'est que quand vous investissez de façon diversifiée, d'un côté sans prêter une attention particulière à l'ESG et de l'autre quand vous prêtez une attention particulière à l'ESG, vous avez la même performance.
mais vous êtes diversifié sur un indice. Si en revanche vous allez sur du sectoriel, si par exemple vous décidez de n'investir, et on peut le comprendre, que sur des énergies renouvelables, là vous avez des écarts de performance qui sont très très importants entre les indices globaux, évidemment, et les indices de renouvelables. Donc, mais vous assumez à ce moment-là cette concentration. C'est parce que vous avez décidé de ne pas suivre cette règle de la diversification. Qu'on retrouve aussi dans l'univers non ESG. Si on met tout sur le secteur immobilier, ça a pu marcher pendant des années, et puis depuis 2 ans, il y a un retournement. Exactement. C'est la concentration. Voilà. Donc diversifier, ça reste, pardon, on le répète à longueur de journée, d'année, on le répétera encore probablement pendant des siècles, mais c'est quand même la base de la construction de... Donc ça veut dire, quelque part, qu'il est important d'expliquer que d'investir en ISR, ça ne veut pas dire nécessairement, exclusivement, d'être sur une seule thématique, comme les renouvelables, ou une autre thématique en lien avec l'ESG et l'ISR. Exactement. Et ça veut dire aussi, quand vous décidez d'investir conformément à l'ESG, quand vous allez dans ce sens-là, ça veut dire aussi que vous comprenez que la norme évolue, que les préoccupations évoluent, que c'est en fait une histoire qui ne cesse de s'écrire. Donc, quand on regarde ce que c'était il y a 10 ans, quand on regarde ce que c'est aujourd'hui, et quand on imagine ce que ça peut être demain, ça ne sera pas le même niveau de norme, c'est ce que vous rappeliez dans votre introduction, ça ne sera pas le même niveau de norme, il ne va cesser de devenir ce niveau plus exigeant. Je prends 2 exemples. On vient de découvrir, je caricature, hein, on vient de découvrir qu'il y avait, au-delà du risque climat, il y a un risque sur la biodiversité. Quand je dis qu'on vient de le découvrir, les scientifiques ne l'ont pas découvert, mais le grand public commence à s'en rendre compte. Et puis, dans l'investissement, on commence à essayer de traiter ce sujet-là. Donc on commence à avoir des méthodologies qui permettent d'apprécier le risque porté par chaque entreprise, par chaque secteur sur la biodiversité et ce que font chaque entreprise pour nous prémunir de ce risque-là. Et ce risque sur la biodiversité passe évidemment par le climat, mais pas que. Et donc c'est une analyse qui est spécifique. Ben, voilà, c'est quelque chose qui va devenir central dans les exigences qui vont permettre de reconnaître ce qu'est un investissement responsable. Ça ne l'était pas il y a 5 ans. Autre exemple, cette fois-ci géographique probablement. Dans ESG, il y a environnement, on y pense toujours. Social, on y pense souvent, mais peut-être pas autant. Et gouvernance, on y pense quand on a le temps. Prenons l'aspect gouvernance. Si vous prenez un pays comme le Japon, c'est un pays qui est sous l'attention très concentrée d'un certain nombre d'investisseurs internationaux qui veulent faire progresser la gouvernance des entreprises japonaises, qui sont très japono-japonaises dont ils veulent qu'elles soient diverses, plus respectueuses du droit international, des pratiques internationales. Et donc, vous avez un certain nombre d'investisseurs qui poussent pour que cette gouvernance évolue dans le bon sens. Pareil, c'est quelque chose de relativement nouveau, et ça fait partie de cet esprit d'escalier, dans le bon sens du terme, de progrès qui est propre à l'ESG. Et Guillaume, certains esprits chagrins ou contenteurs ou contrariants, en nous écoutant, sur l'aspect performance quasi identique entre un indice, quel qu'il soit dans le monde, ESG et sa version non ESG, qui diront que, hey, les gars, si ça rapporte autant les 2 stratégies, ça veut dire peut-être que l'ISR et l'ESG n'est pas si exigeant que ça, et que peut-être qu'il y a du greenwashing, l'éco-blanchiment derrière. Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Donc je vous renvoie à ma réponse précédente. Hein, ça devient de plus en plus contraignant. Ça devient de plus en plus contraignant. Et les règles d'il y a 10 ans ne sont pas les règles d'aujourd'hui. Voilà, on sait par exemple que le label ISR, on en a déjà parlé dans cette émission, va devenir plus contraignant. C'est quelque chose que l'ensemble des publics, les opérateurs comme nous qui gérons des actifs et tout comme les autres participants à ce marché doivent accepter, même si ça rend leur vie plus compliquée sur le moment. C'est quand même important de suivre cette évolution. Il y a une étude récente qui montrait que le coût, une étude qui a été publiée dans le journal Nature, qui montrait que le coût de ne pas agir, par exemple sur le climat, est 6 fois plus élevé, c'est 6 fois plus élevé que les dépenses d'investissement que l'on voit devant nous pour arriver aux objectifs, par exemple aux objectifs de l'accord de Paris en 2050. On termine là-dessus juste, Guillaume, sur l'attrait suscité par l'ISR, les fonds ESG. On a des chiffres, encore une fois. Comment on peut illustrer ça? Parce que certains disent qu'il y a un moindre attrait, les flux, les collectes, le nombre de fonds lancés. Qu'est-ce que ça donne en Europe? C'est toujours pareil, on peut se dire, c'est comme sur la performance, se dire que ça coûte quelque chose, mais on s'aperçoit que ça coûte
pas pour l'instant en tout cas. On peut aussi dire qu'il y a moins d'attrait. Et puis quand on regarde les flux, ça progresse tous les ans et notamment ça a encore progressé en 2023, suivant les classes d'actifs. Par exemple sur ce qui est disponible pour le public français et les institutionnels français, on progresse suivant les classes d'actifs entre 5 et 10%. Donc ça continue à progresser. Et aujourd'hui, autre aspect intéressant de ça, donc, vous avez, si vous prenez l'ensemble des fonds, c'est pas une catégorie assez large, hein, des fonds jugés responsables, enfin dits responsables, c'est-à-dire soit article 8, soit article 9. Hein, les études, notamment la dernière étude de l'AFG, utilise ce filtre-là pour les qualifier. Vous apercevez que 50% des encours sont détenus par des institutionnels et 50% par une clientèle de particuliers. Donc c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que l'obligation, la norme et ce qui vient directement impacter les institutionnels qui fait que on a aussi des particuliers qui participent à cette... Ça permet de finir sur une note d'espoir, de dire que même il y a un engouement même auprès des épargnants et des particuliers. Exactement. Merci beaucoup. Guillaume Poli, donc directeur général délégué d'Ophi Invest AM, merci. Merci David. Et ça vaut le coup, revient bien sûr la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.